Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, salut Christophe, comment tu vas ? Ça va bien, merci. On est en mode camping ici, on n'a pas de vidéo aujourd'hui parce que j'ai rejoint Christophe que vous avez déjà écouté 2 fois sur le podcast. Christophe que j'ai coaché. On peut dire ça. Oui, c'est ça, parce qu'on appelle ça les épisodes coaching, que j'ai coaché à 2 reprises. Donc la première, voilà, pour rappel, il était un peu paumé, il savait pas par quel bout prendre les choses. Ça faisait un moment qu'il cherchait et il galérait à trouver. Finalement, il se dispersait aussi un peu trop. Donc on avait recentré les choses entre le premier et le deuxième épisode de coaching. Dans le deuxième épisode de coaching, on vous met tous les liens d'ailleurs de l'épisode dans la description. Dans ce deuxième épisode, on a fait un petit état des lieux et Christophe s'était bien bougé. Il avait trouvé un bien, fait une offre. Enfin, il avait visité pas mal de biens. Il avait fait une offre sur un bien, c'était passé. Après, une petite négo. Et il était sous compromis, donc en attendant de signer l'acte authentique. Aujourd'hui, je viens de livrer, oui c'est moi qui livre les cuisines chez Artail Intérieur, je viens de livrer une cuisine à Christophe qui est sur son chantier. Donc on est à Narbonne, ville, voilà, pas Narbonne plage. Et je vais laisser Christophe nous donner un peu son ressenti parce que maintenant il a les mains dans le cambouis, il a acheté. Donc Christophe, est-ce que tu peux... Je vais te passer le micro parce qu'on est en mode camping. Je suis venu avec un seul micro, j'en ai oublié un à Toulouse. Enfin bref, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du presque direct. Et est-ce que Christophe, tu peux, nous dire comment ça s'est passé un peu la vente, tu vois, bien, pas bien, qu'est-ce que tu as pu essuyer éventuellement comme problème ou autre, et comment ça se passe maintenant que tu as vraiment attaqué la rénovation ? Oui, alors, la vente, elle s'est bien passée dans l'ensemble. Le vendeur était plutôt sympa, plutôt réactif. À chaque fois que j'avais des questions, des interrogations, soit sur l'appart, soit des dimensions pour pouvoir me projeter dans les travaux, ou bien d'autres questionnements que je pouvais avoir, notamment sur la copropriété. Alors là, dans le laps de temps, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des petits soucis au niveau de la copropriété, parce que c'est une copropriété bénévole, et elle n'était pas gérée, quoi, en gros. À tel point que depuis le mois de novembre, entre le compromis et l'acte authentique, il y a eu une coupure d'électricité des communs et une résiliation du contrat d'assurance de l'immeuble. Parce que les prélèvements étaient rejetés. Non, même pas, je dis une bêtise. C'était pas les prélèvements qui étaient rejetés, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait quelqu'un qui s'occupait de récolter les chèques de chacun et il amenait ça à l'assurance, quoi. Un truc, je sais pas, géré comme ça. Et la personne qui s'en occupait est partie. Et donc personne n'a pris la suite. Et quand l'assurance a fait des relances de paiement, 2-3 relances, et bien, au bout d'un moment, ils ont coupé. Donc c'est le notaire qui m'a mis en garde pour ça. Il m'a dit que la vente pouvait se faire, mais qu'il fallait que je sois au courant que l'immeuble n'était pas assuré. Donc avec le vendeur, on a convenu que lui, il allait prendre à sa charge le paiement de l'assurance, dans la totalité. Bon, il y avait pour 600 € à peu près. Il a payé ça pour que la vente se fasse, que moi je sois un peu plus rassuré, que je n'achète pas un immeuble qui n'est pas assuré. Enfin, un appartement dans lequel l'immeuble n'était pas assuré. Donc là, j'étais rassuré à ce niveau-là. Et je me suis dit, moi, je vais m'en occuper par la suite, quoi, de retrouver les gens. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait un peu entre le compromis et l'acte authentique. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que, le notaire, déjà vous en tant qu'acheteur ou le notaire, doit vraiment regarder tous les points de la copropriété quand vous achetez en copropriété. Effectivement, est-ce que est-ce que le bien est assuré, c'est déjà essentiel jusqu'à ce que vous puissiez prendre l'assurance propriétaire non occupant ou occupant, peu importe, à la signature de l'acte. Mais là, c'est l'immeuble en soi, la copropriété qui devait être assurée. Et tu vois, ça c'est la première fois que je vois ça, par exemple. Une copropriété qui n'était pas assurée. Alors ça n'existe pas en syndic pro. Tu peux le retrouver que dans les syndics bénévoles. Donc, je te laisse continuer, mais c'était intéressant je pense, s'arrêter là-dessus parce que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Ouais, la preuve, ça m'est arrivé.
Du coup, concernant cette assurance, moi je me suis rapproché des autres copropriétaires. Alors c'est une belle galère quand vous connaissez personne, à part taper aux portes, récupérer les numéros. Voilà, donc voilà, donc je me suis rapproché de Matera pour essayer de lancer une AG. Enfin, j'ai fait mes recherches. Alors, registre national des copropriétés, ça existe. J'ai cherché et je me suis rendu compte que la copropriété existait. Elle était bien créée au registre, immatriculée, comme tu dis. Et donc, voilà, déjà, c'était déjà une bonne chose. Et voilà, j'ai lancé les trucs au niveau de Matera. J'ai récolté les numéros, les coordonnées de chaque propriétaire. Et à partir de là, j'ai essayé de les faire bouger. Alors, il y en a un avec qui c'est très facile. Il y en a une deuxième, c'est plus ou moins facile. Et le troisième, il fait le mort. Et le quatrième, il est à l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, il m'a donné sa procuration. Donc là, c'est cool, on va pouvoir avancer. Donc on a l'AG le 4 avril. Et à partir de là, on va créer un compte bancaire. Et donc normalement, on va pouvoir basculer les contrats d'électricité et d'assurance là-dessus. Matera que j'avais reçu, enfin plutôt qui m'avait reçu dans leurs locaux à Paris il y a quelques mois. Donc pareil, on vous met le lien de l'épisode que j'avais fait avec Raphaël, le président, enfin fondateur de Matera. Matera, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une start-up qui n'est peut-être plus une start-up maintenant, mais qui disrupte le monde le vieillissant des syndics de copropriété avec finalement du digital à l'intérieur et surtout de la négociation aussi de contrats cadres avec des partenaires pour faire des économies, notamment sur les assurances et autres. Donc voilà, plutôt intéressant à tester sur des syndics bénévoles qui veulent un petit peu s'outiller et se faciliter les échanges, parce que là, comme tu dis, c'est un peu galère entre chacun. Voilà, se renvoie un peu l'ascenseur. C'est compliqué aussi de trouver des gens qui sont impliqués autant que nous. Des fois, on a envie d'être impliqués. Donc voilà. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est sur l'appart en soi. Donc la copro, tu as pris le lead grâce le vendeur aussi a quand même été plutôt conciliant, a joué le jeu. Toi, tu as pris le lead. Maintenant, en matière de réno, alors tu n'en es pas à ta première, tu as déjà fait des rénos. C'est quoi les aléas que tu as rencontrés et est-ce que ça remet en question ta volonté d'investir ou est-ce que tu regrettes? Oui, la réno, c'est pas la première, mais j'ai toujours fait des rénos légères. Ou bien le gros travail que j'ai eu fait, c'est la villa que j'ai eu, mais c'est du neuf. Et là, c'est beaucoup de boulot, mais c'est très simple parce que tu sais où tu vas. Il n'y a pas de surprise. Et là, comme je disais avec mon père, parce que je fais les rénaux ensemble, c'est bien plus dur que l'autre. Parce que c'est un vieil appartement, et pas non plus très vieux, mais il a fallu comprendre comment ça a été fait. Et puis, déjà, c'était sale, c'était quand même bien crade. Il y avait la ventilation qui marchait pas. En fait, j'ai un peu déchanté niveau ce que j'avais imaginé en termes de travaux. Parce que, en fait, cet appartement, j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai visité que des poubelles, en fait, jusqu'à que je tombe dans celui-ci. Et quand je suis arrivé à celui-ci, je l'ai un peu idéalisé. Parce que je me suis dit, waouh, celui-là, il est quand même tellement mieux que les autres. J'ai un peu fermé les yeux sur les petits détails, quoi. En gros, je pense que c'est ça qui s'est passé. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas vus. Enfin, j'ai pas vu. Ouais, et notamment de l'humidité. Alors, c'est un rez-de-chaussée. Maintenant, je sais que les rez-de-chaussée, alors que je savais pas, mais je sais que les rez-de-chaussée sont sujets à l'humidité, en remontée capillaire dans les murs, notamment. Et donc, on a été pas mal embêté avec ça quand on a un peu essayé d'arranger la cuisine. Parce que les placos étaient à la fois moisis et bouffés, quoi. Ils tenaient plus. Quand on grattait la peinture, le placo venait. Donc on a été obligé d'enlever bien 50 cm de placo dans le bas de la cuisine. Puis la cloison chambre-cuisine, on l'a carrément tombée. Bon, de toute façon, on voulait la tomber pour faire un placard, mais elle tenait pas, quoi. Donc voilà, des petites surprises comme ça qui en termes de coûts, ne sont pas impactantes dans mon budget quand même, parce que vu que c'est moi qui fais les travaux, finalement tomber une cloison, la remonter, à part deux plaques de placo et des rails, bon, en budget c'est pas important, c'est presque même insignifiant, mais en temps, c'est pénible. Et moi, on peut dire que mon temps est compté parce que je travaille à côté.
Et quand je viens un week-end, finalement, il me faut un week-end pour tomber une cloison, la remonter, quoi. Donc je perds 2 jours, c'était pas prévu. Voilà, et tous les petits travaux comme ça qui s'enchaînent me coûtent du temps. Et c'est qu'un peu pénible, du temps et des soucis. Maintenant, concernant le budget, j'avais tablé, on en avait parlé. J'avais budgétisé entre 8 et 10 000 euros de travaux, parce que c'est un peu ce que j'avais en tête dans mon autre appartement à la montagne. Mais je pense qu'on va plutôt être à 12 qu'entre 8 et 10. Travaux, ameublement. Je te dirai la prochaine fois combien j'ai fini. Mais voilà, il y avait la clim, tu vois. J'ai pris l'appart surtout parce qu'il y avait la clim et que c'était un point hyper important pour moi au niveau du centre-ville, comme c'est très rare. Et en fait, la clim, il faut que je la change. Donc, ça fait tout de suite 2000 euros de plus. Voilà, la VMC qui marchait pas, enfin qui marchait mais qui n'était pas raccordée, tu vois, c'est encore une surprise. Donc là, pareil, en termes de coût, c'est pas énorme, mais ça m'a coûté, là, on l'a fait tout samedi après-midi, voilà. Essayer de raccorder cette clim, cette VMC. Voilà, puis après, quand on met le nez un peu dans la salle de bain, on s'aperçoit, tu vois, tu l'as vu toi aussi tout de suite, que le bac à douche, il n'était pas étanche. Donc il va falloir refaire ça. Le chauffe-eau, pareil. Alors, c'est pas non plus un énorme budget, mais bon, tout ça, petit à petit, voilà, ça va peut-être me faire 1500, 2000 euros de plus. Ben, peut-être pas tant, mais en tout cas, du travail, quoi. Du travail, du temps. Donc là, on a passé quand même déjà 15 jours complets travailler. Je dis 15 jours parce que mon père a dormi là 2 fois une semaine. Moi, j'ai dormi plusieurs nuits pour être sur place. Et d'où ton conseil de ne pas être trop loin de chez moi. Et déjà, je suis déjà à 1 heure et on peut pas venir donner un coup de peinture et repartir, quoi. Voilà, on est à 20 minutes, ça va. Mais à 1 heure, tu vois, après le boulot, je pourrais faire du travail jusqu'à 9 h, 10 h, mais avec 1 heure de route, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, ton conseil que tu m'avais donné d'être à 1 heure max, c'est vraiment 1 heure max, et quand on veut faire les travaux, c'est ce qu'il faut, quoi, pas plus. Ouais, je te coupe un peu là-dessus. Il y a toujours. Moi, je l'ai vécu au début quand j'ai commencé à investir et que je faisais mes travaux moi-même aussi. Il y a toujours le coup où tu as oublié ta visseuse, où tu as oublié un truc, etc., que tu dois faire demi-tour. Franchement, quand c'est à une demi-heure, bon, tu peux te permettre de le faire. Mais quand ça commence à être trop loin, tu vas pas, c'est trop tard, quoi. Alors, tu te retrouves à avoir 10 visseuses parce qu'au final, tu vas au magasin bricolage du coin, t'en achètes une qui n'était pas prévue. Mais en fait, ça arrive tout le temps. Tu oublies un truc, machin. Enfin, moi, en plus, je suis un pro pour ça. Et je pense que je suis pas le seul. Voilà, après, je rebondis sur un truc qui est intéressant. Ce que tu dis, c'est que le diable se cache dans les détails. Si cette expression, elle existe, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que, et en matière de travaux, c'est souvent le cas. Si tu délègues à un artisan, c'est souvent le détail qui va pêcher. Parce que c'est chiant, c'est long, ça bouffe du temps et ça rapporte que dalle à un artisan. En fait, que la prise elle soit droite ou pas droite, lui il te facture la prise qu'il a posée. C'est con, hein, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Que le joint il soit propre, bien fini ou pas, mais c'est bon, c'est étanche. Non mais c'est étanche, mais c'est bien que la cosmétique soit sympa aussi. Mais la cosmétique ça fait pas tout, et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que l'appart il te paraissait sain, sympa et tout ça à regarder par rapport à tout ce que tu avais visité. Mais attention derrière aussi, parce que tu prenais l'exemple du neuf, le neuf, on sait exactement ce qu'il y a derrière. La rénovation, le problème c'est que tu as des couches, des couches, des couches, des couches, des gens, des générations qui sont passés par là, de travaux, de surtravaux. Et le point de l'humidité dont on parlait tout à l'heure ensemble en off, et on en avait parlé d'ailleurs une fois que tu avais acheté, parce que tu m'avais sollicité sur les problématiques d'humidité, parce que moi je les traite souvent aussi sur des projets. Remontée capillaire, oui. Les gens ont tendance à se dire, il pleut, la pluie vient d'en haut, au rez-de-chaussée, je suis pas emmerdé. Non, remontée capillaire, ça remonte du sol. Et donc, l'humidité, elle remonte tout le temps. Mais en fait, c'est rare qu'elle descende parce qu'elle s'assèche en fait, quand elle descend. Donc, c'est pas gravitaire, c'est vraiment, ça remonte par capillarité. Et c'est vrai que ces murs qui sont enduits, surenduits, enduits, surenduits, avec du plâtre, voire pire, du ciment, qui le ciment, ça laisse absolument rien traverser. Bah, du coup, ça veut dire que d'un coup, dès qu'il y a une petite cloque, une petite bulle d'air, etc., l'humidité va sortir là et ça va cloquer, ça va tout pourrir. Ou comme tu dis, si ça sort pas, ça pourrit et ça bouffe. Parce qu'on voit que l'eau, ça bouffe, tu vas avoir des rails qui vont se délier parce que ça va être hyper corrosif.
Et du coup, c'est problématique. Et là, la suggestion que je t'ai faite et que je fais à tout le monde, et on en a reparlé là encore, et que j'étais étonné de voir que ça n'avait pas été fait, mais du coup, tu me dis que tu vas peut-être le faire, c'est créer, enfin, tu as essayé, tu l'as fait en bas, tu as piqué, etc. Mais de créer en fait des points d'aération dans des murs. Donc, si vous avez des beaux murs en belle pierre, en belle brique, des choses sympas, et il y en a beaucoup quand même dans les centres-villes historiques, finalement, servez-vous de ça pour faire un peu de déco pas cher. Parce que finalement, c'est que de l'huile de coude, hein, tu vois, plutôt que d'acheter un tableau ou un truc comme ça. Vous ouvrez, vous créez une niche, vous mettez un peu de lumière, c'est sympa, c'est chaleureux. Et en plus, l'humidité va sortir. Et ça, j'en parle souvent. Et dans tous les chantiers, c'est systématique. Dès que c'est un vieil immeuble qui a plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années, on va dire tout ce qui est avant 1949, grosso modo, souvent quand même, les constructions sont assez belles et assez solides derrière. Faites ressortir l'authenticité, le cachet de l'ancien. Et en plus, ça sert finalement à assainir l'appartement. Parce que tes problèmes de VMC, effectivement, il y a un problème de VMC en soi, puisque c'était pas raccordé et tout ça, donc ça, il faut le régler. Mais il y a aussi que là, tu avais double peine. C'était humide, ça sortait pas. Là, au bout d'un moment, tu manges des champignons en respirant, quoi. Oui, les champignons, le plus atroce, c'est quand on a enlevé la cuisine. Sur 80 cm, c'était noir. Et une odeur qui est sortie, là, du moment qu'on a enlevé la cuisine, c'était atroce. On a été obligé de mettre des masques et de tout nettoyer, même si on allait démonter la cloison, parce qu'on ne pouvait même plus rester dans la pièce. C'était terrible. Et ouais, donc la niche, je pense que je vais la faire parce que j'attendais de te voir pour voir si ça valait le coup de la faire si haute, parce que je me suis dit, est-ce que l'humidité ressortira même à 1 mètre du sol? Donc ouais, si ça a un intérêt, je vais le faire. Puis la VMC, ouais, qui refonctionne, ça va mieux, mais je le sens maintenant, quand je rentre dans l'appartement, ça sentait le renfermé, c'était humide, alors que maintenant, il y a moins cette odeur. C'est moins présent. Donc l'effet de la VMC commence à avoir son effet, hein. Mais ouais, la pierre apparente, ouais, je pense que je vais le faire aussi. Et comme tu dis, les détails, ouais, on ne voit pas. Tu vois, par exemple, là, la vitre qui est à côté de nous, je l'ai grattée un moment, mais elle était peinte en fait. Ils ont peint le montant, quoi. Et ils ont peint ça, ils ont peint l'autre vitre que j'ai là-bas. Alors là, à 1,50 m, on ne le voit pas, mais en PVC, ouais, c'est du PVC. Et ils ont peint. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai passé presque une journée à la gratter, quoi. En essayant de ne pas l'abîmer, quoi. C'est toujours pareil. Donc, ouais, tous ces détails qui font perdre du temps et qui minent un peu le moral, hein, des fois. Mais, ouais, on essaie de se dire pourquoi on le fait et qu'on fait les choses une par une, quoi. Alors, est-ce que ça remet en question ta volonté passée de vouloir investir et ta volonté future d'investir? Est-ce que ça remet en question un peu ton choix finalement d'investir dans ce genre de projet? Non, non, pas du tout, parce que les travaux, c'est une chose finalement qui me fait pas peur, parce que on a l'habitude, et même si, comme je te disais tout à l'heure, même si des fois tu as la tête sous l'eau, tu te dis je vais pas m'en sortir, je vais jamais y arriver, il y a trop de travail, et en fin de compte, tu fais une chose après l'autre et le travail se fait, et puis ça dépend que de toi, et ben, on sait que nous on travaille, donc on arrive à faire les choses. Voilà, donc ça, non, de ce côté-là, ça va pas me brider là-dessus. Mais par contre, oui, j'ai toujours les mêmes doutes concernant le futur, concernant qui je vais mettre dedans, comment ça va se passer, si je vais être payé. Et mes grosses angoisses, moi, de l'investissement, elles étaient surtout là. Bon, aussi parce que je trouvais pas de bien, parce que je me posais trop de questions. Donc là, oui, j'ai passé le cap. Et finalement, je me dis que si je dois continuer dans l'investissement, j'aurais plus cette peur d'y aller. Comme j'avais des peurs dans les premiers épisodes qu'on a fait ensemble, de trouver un bien, de l'acheter. Et finalement, c'est l'étape, pour moi, je trouve la moins compliquée. Et alors qu'on ne trouve pas l'appart, parce que ça faisait 3 ans que je n'en trouvais pas. Et finalement, en parlant avec toi, j'ai mis quelques semaines pour en trouver un. Donc c'est pas la partie la plus dure, hein. Il suffit de regarder les annonces, de poser un peu les chiffres, et puis finalement d'y aller. La partie la plus dure et la plus anxiogène pour moi, c'est la mise en loc. Voilà. Et voilà, quand tu dis, toi, de savoir l'objectif qu'on a, ben, c'est hyper important, parce que tu vois, là, on est presque à la fin des travaux.
et je sais toujours pas si je vais faire de la courte durée ou de la longue durée. Voilà, et c'est vraiment bon, moi j'ai peut-être ce caractère à toujours être un peu indécis dans le choix que je vais prendre, mais voilà, je sais pas, parce que j'aime toujours la courte durée, pas pour ce que ça rapporte, mais par la tranquillité d'esprit des personnes qui viennent dans l'appartement. La tranquillité d'esprit, je veux dire que j'aurais pas à les mettre dehors. Voilà. Ils viennent, ils ont payé. Alors s'ils font un peu de dégâts, bon, je pourrais toujours réparer. Mais voilà, moi la grosse angoisse que j'ai, c'est mettre quelqu'un et que du jour au lendemain, il me respecte plus. Bon, pour ça, il y a quand même des parades qui existent. Alors, je reviens, avant de répondre à ça, moi, je reviens sur un truc qui est intéressant. C'est, en fait, je me suis rendu compte que trouver un bien, c'était pas compliqué. C'est ce que tu dis. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et j'y pensais ce matin, tu vois, avant de venir, j'étais sur un rendez-vous, sur un chantier avec des artisans. Et c'est un chantier assez conséquent. Et nous, c'est notre métier. Donc, on fait ça toute la journée. On sait faire. Mais je me dis, avoir trouvé le bien, c'est pas compliqué. Tu te sors un peu de chez toi, tu vas sur le terrain, tu visites, et tu visites encore, et tu visites, et tu revisites. Et au bout d'un moment, t'apprends naturellement, tu connais, t'arrives à connaître tes localités, etc. Et comme je te l'avais conseillé sur le premier épisode, si t'es pas trop loin de chez toi, il vaut mieux être maître d'un petit périmètre et tout savoir là-dessus que d'aller s'éparpiller France entière sur des tableaux Excel. Aucun intérêt. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'exécution. C'est hyper important. Et l'exécution des travaux, elle est beaucoup plus complexe que l'exécution de l'acquisition. L'exécution de l'acquisition, une fois que tu as fait une offre, tu as fait des visites, tu as fait une offre, elle est contresignée, c'est que du délai légal, du financement. Franchement, les gens se font une montagne, c'est ce qui est le plus simple. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, ce qui est le plus compliqué, c'est pas ce que toi tu redoutes, c'est les travaux. Pour moi, c'est vraiment les travaux. Bon, là, on est dans un T1 bis. C'est relativement simple, mais malgré tout, tu as des galères. Les travaux dans la réno, j'entends. Mais c'est ce qu'on fait nous, on fait que de l'ancien. Et tous les gens qui nous écoutent, la plupart, j'imagine que vous n'avez pas tous investi dans 10 Pinel, parce que voilà, mais je sais que vous l'avez fait quand même de temps en temps par erreur. Globalement, les travaux, c'est compliqué. L'exploitation, pour répondre à ta question, oui, c'est compliqué. Pas forcément de choisir location courte durée ou longue durée, parce que finalement, comme tu n'as pas de recul aujourd'hui, tu peux te permettre de tester en courte durée. Et tu vois, si ça fonctionne, soit tu restes comme ça et puis tu continues comme ça. Si ça ne fonctionne pas, bah, tu sais que la location longue durée, il y a une tension phénoménale sur tout le marché en France. Donc il n'y a pas de sujet, les gens doivent se loger. Tu vas faire quelque chose de quali, tu vas bien le meubler, tu as une cuisine magnifique. Je fais un peu d'auto-promo. Et tu vas te démarquer. Voilà. Maintenant, oui, il y a des quartiers, des villes, des villages où se démarquer, ça ne fait pas tout parce que les mecs s'en foutent d'avoir un truc joli, ils veulent juste crécher à pas cher. Bon, je suis pas sûr que ce soit les locataires que tu as envie d'avoir non plus. Donc c'est bien de faire un truc un peu plus quali que les autres. Tu vas trouver. Tu auras peut-être moins de dossiers. Tu auras peut-être des dossiers des dossiers qu'il ne faudra même pas regarder parce que tu vas avoir des dossiers qui sont un peu du tout venant, on va dire. Ça, c'est à toi de faire le tri après. Mais il y a un truc, et là pareil, on va vous remettre l'épisode dans la description, c'est la garantie Visal. Pour moi, si tu as cette crainte, elle est essentielle pour toi. Tu dois absolument demander au locataire qu'il ait une garantie Visal. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à réécouter la capsule sur le sujet, qui est une capsule assez complète d'ailleurs. Même Visal a republié ma capsule eux-mêmes sur les réseaux sociaux et tout, tu vois. C'était parce que j'ai vraiment été transparent là-dessus en donnant les avantages et les inconvénients pour le bailleur et pour le locataire. Et franchement, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Et ça marche très bien. Donc Visal, il faut absolument que tu demandes ça. Et après, il y a comment sélectionner effectivement tes locataires en dehors de ça. Après le prérequis Visal. Et franchement, quand je dis, c'est vraiment important, hein, Christophe, de Visal, c'est obligatoire. Dis-toi que c'est obligatoire. Un locataire qui dit je sais pas ce que c'est, tu lui envoies le site, il fait son dossier, en 48 heures, 72 heures, il a une réponse, et toi, tu es tranquille. Ils vont couvrir tes impayés pendant 36 mois. Ça te laisse largement le temps d'une procédure d'expulsion, tu vois. Une procédure d'expulsion, c'est entre 18 et 24 mois à peu près, tu vois. Si tu vas jusqu'au bout, jusqu'à la police et tout, hein, mais bon, grosso modo, en 12 mois, ça peut te régler. Donc, tu vois, ils te couvrent là-dessus. Mais il faut faire les trucs de manière carrée. Il faut d'abord qu'il ait sa Visal, après tu signes un bail, et toi tu rentres locataire. Bon bref, ça je pourrais t'accompagner là-dessus si besoin. Mais il y a ça. Après, profil du locataire. Bon là j'ai envie de dire, franchement, moi je suis un profil intuitif.
Je fais tout à l'intuition, au feeling. Je sais que c'est absolument pas scientifique, malheureusement, c'est que du ressenti, mais ça marche. Donc, on a refusé, nous, plein de fois des gens qui avaient des garants qui faisaient 400 000 euros à l'année. Et c'est pas parce que le mec fait 400 000 euros à l'année qu'il a payé ton loyer. Et c'est pas parce qu'il fait 400 000 euros, ses parents font 400 000 euros à loyer que lui, c'est un mec bien. Ou qu'il va pas fumer dans l'appart. Ou qu'il va pas faire des soirées. Ou qu'il va pas, tu vois. Donc en fait, ça veut rien dire. S'il y a un feeling avec le mec, si le mec il arrive et que toi tu veux pas de fumeur et qu'il pue la clope, bah déjà tu sais que en fait, perds pas de temps à lui faire visiter trop longtemps l'appart, quoi. Tu sais que tu le prendras pas, donc ne lui fais pas perdre du temps à lui ni à toi. Ça sert à rien. Je sais que t'es un mec sympa. Et moi, ça m'est arrivé aussi, tu vois, de perdre beaucoup de temps à des visites où je savais très bien que le mec, je le prendrais pas. Mais parce qu'il était là, par correction et tout ça, bah, j'ai passé 1 heure à faire la visite, le machin et tout. Et en fait, je trouve que c'est malsain. Déjà, tu perds du temps. Et le temps, c'est quand même compté, comme tu disais. Lui, tu le fais perdre du temps aussi. Et des fois, il vaut mieux être clair. Dis, bon, bah, je suis désolé, ça va pas le faire. De suite, tu vois, plutôt que de dire, je vous tiendrai au courant. Et toi, ça t'enlève ça aussi de l'esprit. Donc, sélection du locataire au feeling. Visage, j'ai déjà dit, redit, mais je le dis parce qu'on le dit jamais assez. Mieux que garant physique, hein. Et tu peux pas faire les deux. Donc c'est ou visal ou garant physique. Pour moi, c'est visal. Garant physique, ça veut rien dire, hein. Garant physique, là, le pognon, il faut quand même aller le chercher au tribunal, machin, etc. Visal, il n'attend pas le tribunal. Il te paye de suite. Enfin, de suite. Il te paye au bout de 2 mois d'impayé, mais par contre, il te paye depuis le début. Il n'y a pas de carence. Il faut bien faire les choses, mais il n'y a pas de carence. Ça, après, qu'est-ce que je peux te conseiller de plus? Ne refuse pas de prendre un mec qui te dit je veux l'appart que pour 6 mois. Il y a aussi un truc comme ça, souvent les gens disent ah ouais mais moi ça me fait chier de changer souvent de locataire, tu vois, etc., etc. Mais est-ce qu'il vaut mieux changer de locataire tous les 1 an et au moins de pouvoir mettre le nez dans ton appartement tous les ans pour voir comment ça se passe, ou est-ce qu'il vaut mieux mettre un locataire qui reste pendant 10 ans et franchement pleurer toutes tes larmes, les larmes de ton corps quand tu vas ouvrir la porte au bout de 10 ans parce que le mec aura mis un dégât dans l'appart, tu vois? Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. En tout cas, moi je sais que j'ai plutôt un parc qui est avec beaucoup de turnover parce que c'est que de la petite surface et que ça me va très bien de pouvoir soit moi, soit un gestionnaire locatif, soit peu importe une personne que je vais mandater, pouvoir remettre le nez souvent dans l'appart et faire des petits menus travaux d'entretien plutôt que de devoir tout refaire tous les 5 ou 10 ans. Tu vois. Donc attention, si le mec reste 6 mois et qu'en fait t'es au mois de mars et qu'il se barre au mois de mai, qu'est-ce que je dis au mois de mai, qu'il se barre au mois de septembre, bah, du coup, au mois de septembre, c'est l'idéal pour relouer, tu vois. Juillet, août, septembre, c'est l'idéal pour relouer de la petite surface. Donc moi, j'ai un mec qui arrive en stage, souvent c'est le cas, tu vois, oui, je viens en stage dans une entreprise de février à août, c'est parfait. C'est parfait. Toi, parce qu'en février, tu loueras jamais au meilleur prix. Par rapport à une rentrée, par rapport à, tu vois, des gens déménagent surtout à la rentrée, avant l'été, après l'été, etc. Donc c'est mieux, sur des petites surfaces, j'entends, tu vas peut-être avoir un alternant, un étudiant, voilà. Et donc, voilà, ça aussi, je trouve que c'est une erreur que font la plupart des investisseurs. Moi, je veux un locataire qui reste longtemps. Et d'ailleurs, même les locataires le savent, parce que souvent, ils disent, oui, mais moi, je suis là pour un moment, vous inquiétez pas, je ne vais pas partir tout de suite. Mais peut-être que ça m'arrange que tu partes, en fait, des fois, tu vois. Donc, faut aussi... Moi, j'aime bien avoir du turnover. Franchement, j'aime bien. C'est plus chronophage, mais c'est plus rassurant, je trouve. Ouais, c'est un bon conseil que tu donnes, ouais, effectivement, parce que, comme tu dis, j'aimerais bien mettre le nez dans l'appart. Et c'est pour ça que j'aime bien la courte durée pour ça, parce que de temps en temps, je viens, tu vois, mon appart à la montagne, j'y vais, je fais des travaux. Ça fait déjà peut-être 3 ou 4 fois que je vais faire des travaux, alors que ça fait 4 ans que je l'ai. Parce que d'abord, ça en a besoin pour garder le truc propre. Puis les appartements, ils vieillissent, mais en courte durée, ça vieillit plus vite qu'en longue durée. Quoique, je sais pas, au final, si on a un locataire indélicat, peut-être ça vieillit vite, mais dans l'utilisation normale des choses, je crois qu'en courte durée, ça vieillit bien plus vite. Bon, au ski, c'est particulier, hein, parce que il y a beaucoup de valises, tout ça. Bon. Mais ouais, donc non, la garantie Visal, ouais, j'avais écouté justement ton émission sur ça, et j'avais écouté attentivement parce que je me suis dit, c'est ce qu'il faudra que je fasse. J'ai pas le choix. Puis ça, c'est très rassurant comme système, et c'est ce que j'ai besoin, moi. Donc, ouais, concernant la mise en loc, voilà, c'est les petits questionnements que j'ai encore, moi, là-dessus. Mais non, pour l'investissement pour la suite, non, parce que, tu vois, j'ai gardé mes alertes sur les apparts de Narbonne. Tu vois, je continue à regarder. Et tu vois, je me dis, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont passés. Je me suis dit, ceux-là, ils avaient l'air, tu vois, aussi intéressants. Donc, non, l'appétence à l'investissement, non, elle n'a pas disparu.
je crois que quand tu l'as, tu l'as pour toujours, quoi, j'imagine. Mais non, j'aimerais bien continuer et en me rassurant avec celui-ci, quoi. Parce que je pense que si ça roule, il faudra trouver des solutions pour avoir de nouveau du financement et puis continuer parce que c'est ce qui anime. On voit que c'est bien de faire des choses. Enfin, moi, je te disais, je ne supporte pas me dire je suis à l'arrêt dans ma vie. Pas pour dire je suis un hyperactif, pas du tout, mais je ne suis pas du tout un hyperactif, mais je n'ai pas envie de perdre mon temps en termes d'investissement ou de développement du patrimoine. Tu vois, dans la transmission, après quand tu deviens père, peut-être que ça s'accentue un peu plus. Mais ouais, j'ai envie de faire des choses et pas de me retourner dans plusieurs années, me dire finalement, tu n'as fait que consommer et tu n'as pas construit, quoi. Ou pas ce que tu aurais dû. Moi, je pense que c'est une belle conclusion. Et je rebondis sur un truc que tu disais qui est j'aimerais me rassurer avec celui-là pour continuer. Et c'est ce que je conseille souvent aux gens qui me demandent des conseils. C'est de commencer par un truc qui est sécure, tu vois, et qui rassure. Parce que si effectivement, quand c'est ton premier, alors toi, c'est pas ton premier parce que tu as déjà acheté, mais si ton premier investissement, si tu fais un truc qui est bancal et que tu le regrettes, c'est peu probable que tu recommences. Parce que l'être humain est comme ça, tu vois. Rares sont les gens qui se relèvent après une chute et remontent sur le cheval, tu vois. Ou la moto, ou le vélo, voilà. Ils attendent un peu, des mois et ils y vont avec appréhension. Alors que le meilleur moyen, c'est d'enchaîner pour justement que ça passe vite et passer à autre chose vite. D'ailleurs, c'est pareil pour la rancœur entre les êtres humains, etc. C'est mieux de passer à autre chose, tu mets un voile dessus et tu t'en vas, tu vois, plutôt que de toujours ressasser les trucs, etc. C'est ce qui pourrit les gens, souvent psychologiquement et tout ça. Et là, c'est pareil. Je crois que effectivement, tu seras sûrement, je vois pas parce que tu vas faire les choses bien, tu seras sûrement rassuré par cet investissement et donc tu pourras enchaîner justement et c'est ce que tu voulais aussi et tu le feras beaucoup plus vite qu'avant parce que maintenant voilà moi ça me fait plaisir quand tu me dis en fait je me suis rendu compte que c'était que dalle de trouver un bien, c'est tout l'après qui maintenant me fait peur, mais l'après ne te faisait pas peur avant parce que tu n'avais même pas fait le pas pour les premières étapes, tu vois. Maintenant que les premières étapes, tu te dis bon, je suis rassuré par ces premières étapes. Les étapes suivantes qui te font peur aujourd'hui, tu vas être rassuré. Et donc après, c'est juste step up, quoi. Tu grandis. Voilà. Bon, merci en tout cas de m'avoir accueilli ici. Merci de nous avoir fait confiance aussi sur tous ces conseils qu'on t'a donnés, parce que tu m'as sollicité pour ça. Moi, je suis très content que tu aies pu vraiment accélérer là-dessus. Merci pour ta confiance aussi sur la cuisine, la taille intérieure. Ça me fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir, tu vois. Tu aurais pu prendre une cuisine Ikea à bout, Leroy Merlin à bout. Voilà. Mais non, tu as fait le choix de payer ta cuisine légèrement plus cher qu'une Ikea. Mais voilà, tu sais que tu vas te différencier avec ça. Tu sais qu'on a pu faire un truc un peu plus personnalisé. Donc même si tu as refait les plans depuis, mais il va falloir que tu adaptes ça aussi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'espère que le 4e et dernier épisode de ce coaching qu'on fera une fois que tu auras quelques mois d'exploitation. T'étais venu en juillet ou en août sur le premier épisode, je crois. En août, je crois que c'était. Ouais, moi, en août 2023, on a fait ça à Toulouse dans un de mes Airbnb d'ailleurs, où tu vois, j'avais 0 placo et que j'avais que de la brique foraine apparente, donc j'avais pas de problème d'humidité, alors que pour le coup c'est très humide comme coin. Et on fera, l'idée c'est de se faire ça pareil, un an après. La boucle est bouclée, 4 épisodes en un an, on t'a suivi de A à Z et voilà. Ok. Merci beaucoup Christophe en tout cas encore, et puis merci à tous d'être là toujours plus nombreux chaque semaine, et j'espère que ces épisodes de coaching vous ont plu. Si vous voulez vous-même vous faire coacher par moi-même aux oreilles et aux yeux sur YouTube de tout le monde, même si celui-là il n'y aura pas de vidéo parce que là on était vraiment en mode camping et que je suis venu avec du matos à l'arrache, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux de Money-Tree, principalement sur Instagram ou sur LinkedIn, ou m'envoyer un petit message en direct et je transférerai à Laura qui organisera tout ça. Merci et à bientôt, ciao ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif.
Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.